pour illustrer entre autres les propos de Caroline Levilly, je vais vous parler d'un enfant en fait. Voilà, un cas d'un enfant. Et donc j'aurai une première partie où je parle un peu de lui, puis après j'ai un film, une petite vidéo de 12 minutes sur lui et sur la trajectoire développementale, entre autres, depuis sa naissance prématurée jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous parler de Simon. Alors l'intérêt c'était parce que cet enfant présente un TND syndromique, voilà en fait. Donc voilà. Donc je prends mes lunettes pour voir mes... Oui, donc Simon, il a 11 ans. Voilà, je le connais bien. Voilà. C'est un enfant qui m'est proche. Donc ça me permet d'avoir un regard croisé sur lui, parce que je partage un peu mon expertise de pédopsychiatre ancien, et puis je suis un proche de Simon aussi. Donc c'est une configuration originale, alors probablement réputée incorrecte dans la psychologie ordinaire, mais en fait j'ai l'impression que je me rapproche quand même des orientations actuelles de la recherche participative, de l'autodétermination, l'éducation thérapeutique et tout ça. Donc ça va aller quand même. Et puis ça a le pouvoir de me le rendre encore plus unique que si c'était un enfant que je ne connaissais pas. Voilà, donc il est scolarisé, cette année en CE2 en Ulysse, il bénéficie d'une aide orthophonique, ergothérapie, psychomotrice, éducative en libéral, voilà, depuis quelques années. Et donc pour cette présentation, je me suis appuyé sur une vidéo que j'ai constituée à partir de proches de films familiaux, faits par sa maman, c'est vrai, qui est là-bas. Et voilà, j'ai regardé tous ces films, elle avait plein de petits films comme ça avec son téléphone, alors la qualité n'est pas forcément toujours super, mais on a pris les meilleurs morceaux. Et donc cette vidéo, après on l'a fait tout un montage, parce qu'au début ça faisait pas 12 minutes, ça faisait plutôt 1 heure, donc j'avais choisi plein de moments intéressants, mais bon c'est pas possible, ce serait trop long, donc après on a fait tout un montage, et le montage c'est Lucas et Antoine, de jeunes adultes de l'habitat inclusif de l'association Alva qui ont fait ce montage. Ces 2 adultes qui sont plutôt experts dans tout ce domaine, donc voilà, ils ont fait un travail super et ça permet de valoriser leurs compétences. Je les remercie encore. Alors, ce qui m'intéressait en fait dans l'intervention, c'était d'attirer l'attention sur la singularité de son profil et de sa trajectoire neurodéveloppementale en fait. Comme nombre d'autres enfants qui présentent un TND, je dirais TND, un TND syndromique dans le cadre d'une anomalie génétique de forme monogénique. C'est-à-dire que l'anomalie génétique en elle-même déjà définit un profil, mais bien sûr il s'associe toujours d'autres composantes aussi, entre autres médicales, avec particularités morphologiques ou d'autres atteintes viscérales, cardiaques, rénales. C'est souvent le cas dans ces CND de forme monogénique. Et en général, on dit TND syndromique parce que, en général, ces enfants, enfin qui deviennent adultes, ils présentent plusieurs composantes neurodéveloppementales. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait. Et donc ça m'intéressait de parler justement de toutes ces personnes qui présentent une combinaison singulière de signes cliniques entrant dans quasiment toutes les catégories. Simon, lui, on peut faire tous les diagnostics. Il a du TSA, il a du TDAH, il a un trouble des apprentissages, il a un trouble de langage oral, il a un trouble du développement de la coordination. Si on l'évalue vraiment son intelligence, on trouvera qu'il a un trouble du développement intellectuel. Donc il rentre dans toutes les cases du DSM-5 et de la CIM 11. Bon. Et c'est ce côté-là qui m'intéressait en fait, parce que je vais y revenir. Mais c'est vrai qu'il me semblait après vraiment peu cohérent, peu sensé d'utiliser la terminologie habituelle de comorbidité, parce que lui il a dit comorbidité neurodéveloppementale. Et donc ça serait quand même un peu lourd. Déjà j'aime pas trop le mot comorbidité en général, mais bon enfin. Donc en fait, parce qu'en fait c'est une entité à part entière, quoi. C'est-à-dire lui c'est sa personne et comme ça, c'est une version neurodéveloppementale originale en rapport avec la nouvelle génétique, mais aussi en rapport avec d'autres facteurs surajoutés et dont je vous parle juste après, oui. Et donc c'est vrai, ça remet en cause un peu, c'est le sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises, de la catégorisation clinique qui sont dans ces classifications, quoi. Enfin, c'est la discussion qu'on a commencé à avoir, qui est un peu artificielle, un peu conventionnelle, peut-être un peu trop neurotypique aussi dans toutes ces classifications. Donc Simon, il présente une mutation du gène 7D5, qui est situé sur le chromosome 3, sur le bras court du chromosome 3. Mais bon, c'est un exemple, après il y a plein d'autres anomalies, bien sûr. Aujourd'hui, des anomalies rares, en France il y a une trentaine d'enfants, enfin, il y en a certainement d'autres, mais ils ne sont pas identifiés.
Et donc lui, le diagnostic génétique, en tout cas, était posé à l'âge de 6 ans. Mais par ailleurs, il est né prématuré, à 30 semaines d'aménorrhée, avec un retard de croissance intra-utérin. Il ne pesait que 810 grammes à la naissance, c'est-à-dire plus petit que même l'âge gestationnel, et avec des complications quand même sévères dans sa vie de prématuré, entérocolite nécrosante, hémorragie cérébelleuse, avec une hospitalisation de plus de 3 mois. Donc voilà, tout ça, ça surajoute, ce qui donne un profil encore plus singulier, encore plus unique. Oui. Alors au premier plan de la clinique, en fait, cet enfant, tout petit déjà, on retrouvait globalement un retard dans son développement psychomoteur. Il n'a marché qu'à 2 ans, puis avec une marche instable, des troubles de l'équilibre. Il avait un retard du développement du langage, un tout petit, on va le voir sur la vidéo. Il était inexpressif, il n'avait pas du tout de langage, avec un trouble de la parole, du langage, de l'articulation. Et ce qui était presque au premier plan, enfin moi ce que je vois au premier plan, c'est vraiment un trouble très sévère de la régulation émotionnelle avec une très grande rigidité de fonctionnement. Et c'est-à-dire que tout imprévu dans sa routine quotidienne de tous les jours, toute contrariété, toute frustration et toute surcharge entraînait des pleurs, un inconfort majeur, des gémissements plaintifs, un mal-être incontrôlable, et ça pouvait durer des heures. Et jusqu'à l'automutilation, c'est vraiment la contrariété était trop forte. Et donc avec des répercussions majeures sur sa santé, vu qu'il avait aussi des problèmes de dysoralité sur lesquels je vais revenir, il ne mangeait, quand il était dans cette thèse-là, il ne mangeait pas, il ne dormait pas, il vomissait, il pouvait perdre du poids, même son pronostic vital pouvait être en jeu. De plus, donc, ce qui était au devant aussi de la scène, c'était la problématique sévère de dysoralité, puisqu'on a été jusqu'à envisager une alimentation par gastrostomie, il est échappé de justesse. Mais par ailleurs, avec les autres enfants, il était à côté des autres enfants, pas gêné par les autres enfants, mais sans aucun intérêt pour les autres enfants non plus, et sans aucune interaction. Il présentait aussi, enfin ça s'est vu assez rapidement, ça en étant peut-être de plus en plus au premier plan du tableau, c'est une hyperactivité, agitation, impulsivité, comportement de provocation aussi. Et ça, ce côté-là, il est devenu de plus en plus franc, ce qui contrastait un peu avec les moments plus petit, où il était plutôt passif, qu'il avait une certaine neutralité expressive et émotionnelle. Il avait un trouble du sommeil, il avait bien sûr un trouble moteur et de la proprioception, si bien qu'il avait du mal dans tous ses mouvements, et une peur, dès qu'il était un tout petit peu en hauteur, on avait l'impression qu'il avait vraiment le vertige et qu'il était sur un vide profond. Et puis ce qu'on a découvert aussi, enfin c'est aussi les troubles sensoriels qui étaient vraiment très importants. Et on a découvert après le diagnostic génétique de 7-5 qu'il avait une anosmie, une agueusie en fait, qui est en fait fréquente chez les 7D5. Et à ce propos, il y a une étude en lien avec Anna Sejtovic de la RAPIL. Il y a une étude actuelle qui fait de l'imagerie cérébrale et ils ont retrouvé une absence ou une atrophie du bulbe olfactif chez ces enfants. Donc ça, c'est après, bien sûr, le diagnostic génétique qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que Simon, il n'avait pas de goût, c'est-à-dire il était très difficile dans son alimentation, mais en fait, c'est pas le goût qui comptait pour lui. Et aujourd'hui, on en a fait l'épreuve, et effectivement, c'est pas le goût, c'est autre chose, c'est la texture, c'est la température, c'est des choses comme ça. Donc oui, c'est Kala Al-Jabali qui fait ses études là, à l'Institut Imagine en lien avec Anna Sejtovic. Et Simon va bientôt, en septembre, justement faire une IRM pour vérifier cela. Après, oui, il y avait, dans le cadre de la trouble de la sensorialité aussi, il y avait des difficultés importantes à percevoir, identifier et réguler les sensations de douleur. À savoir qu'une douleur, il pouvait ne pas percevoir du tout une douleur forte, enfin comme otite, purulente et tout ça, aucune manifestation. Par contre, il pouvait se cogner un tout petit peu dans le coin d'une table et se mettre à hurler pendant 1 heure. Des choses comme ça qui étaient vraiment incontrôlables aussi. La température idem, la fatigue ne perçoit pas la fatigue, ne perçoit pas la température non plus. Et d'ailleurs, il a un trouble de la régulation de la température, donc il faut toujours se mettre à sa place pour savoir si l'environnement il est trop froid ou trop chaud pour lui, sinon lui, il ne va pas vraiment s'en rendre compte. Par contre, après, il va être malade. Et trouble du sommeil aussi. Lui, au début, d'ailleurs, dans la première année, vu qu'il avait passé pas mal de temps en réanimation, il ne pouvait pas dormir dans le silence, il fallait qu'il y ait toujours un bruit, parce qu'en réanimation, il y a toujours le bruit des machines et tout ça.
Donc il fallait toujours un son, quelque chose, et puis je crois qu'à la fin c'était le tic-tac d'un réveil même qui suffisait à faire un son pour lui permettre de dormir, sinon il ne dormait pas. Après au niveau des scènes c'est pareil, il n'a jamais perçu l'arrivée des scènes, quoi. Donc il a des scènes régulières sur combat, ritualisées un jour sur deux. Alors il y a quand même un avant et après, c'est-à-dire il y a l'avant, c'est avant la découverte de l'anomalie génétique et avant le diagnostic, parce que pendant longtemps, avant 6 ans, il n'avait pas de diagnostic avéré et l'anomalie génétique n'avait pas été repérée. Et donc tous les professionnels médicaux, paramédicaux ne s'attachaient qu'à la prématurité, c'est-à-dire c'était un enfant prématuré, point. Alors que quand même il avait des particularités morphologiques, enfin qu'on voit dès tout petit, il avait des particularités morphologiques qui sont manifestes. Et puis malheureusement, je suis triste de dire ça, mais les professionnels qui s'occupaient de Simon avant ses 6 ans étaient vraiment très fixés sur des interprétations psychologiques fantasmées, sans aucun fondement, qui concernaient l'attachement de la maman à son enfant, comme forcément pathogène, et tout ça, qui expliquait tous ces troubles. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de mal à sa maman, et ça n'a apporté aucune aide à Simon avant 6 ans, enfin aucune aide adaptée. Et par contre la maman, elle, contre l'avis de tous les professionnels, mais par instinct et par obligation de survie de son enfant, a développé par elle-même des stimulations, des stratégies éducatives très adaptées, très subtiles. Elle a mis en place des outils de communication alternative par elle-même, avec des supports visuels, papier et puis numérique d'ailleurs, contre l'avis des spécialistes qui lui déconseillaient fortement de mettre en place tous ces programmes parce qu'elle allait se transformer en maman éducatrice. Elle était déjà pathogène, alors après elle a été éducatrice, tout ça. Tout le bazar. Par contre, cette maman, elle s'est formée, mais vraiment toute seule, sur Canal Autisme, d'autres formations gratuites sur Internet. C'est là-dessus qu'elle a pris vraiment les premiers outils utiles, et elle a bien vu que c'était utile pour son enfant, donc elle a continué. Et elle-même avait posé une sorte de diagnostic d'autisme, alors qu'elle ne connaissait pas du tout ce domaine-là, oui, à ce moment-là. Maintenant ça va, elle est devenue un peu experte, mais elle-même, elle avait compris que son enfant était autiste, alors qu'il n'y avait aucun diagnostic. Parce que les professionnels ne s'étaient jamais prononcés sur un diagnostic avéré, n'avaient d'ailleurs jamais fait d'évaluation, ou les évaluations elles étaient tellement biaisées par les problèmes sensoriels et tout ça. J'ai qu'une psychologue une fois a voulu passer un Louis Psy, je crois. Et donc il était assis sur une chaise et il hurlait parce que sur une chaise il avait l'impression d'être en haut de la Tour Eiffel. Donc, la table de la psychologue était plein de fleurs, plein de couleurs et ça le rendait complètement mal. Donc voilà, donc il n'a pas pu vraiment être évalué, mais après on l'a évalué, mais dans de meilleures conditions, sur les genoux de sa maman, enfin des trucs comme ça, tout simple quoi. Mais c'était pas accepté par les professionnels. Voilà, donc à l'annonce du diagnostic génétique, il y a un professionnel qui a rencontré Simon un jour qui a dit « mais moi j'ai l'impression qu'il a quand même des particularités morphologiques ». Et donc après on a été en génétique et la généticienne dès qu'elle l'a vu a dit il a forcément quelque chose de génétique vu qu'il avait quand même des particularités morphologiques faciales entre autres. Et donc l'annonce aussi du diagnostic génétique, donc c'est quoi que je vais mettre là? Oui, je disais après, quand il y a eu la nouvelle génétique, on s'est rendu compte que pratiquement tous les enfants présentant un 7D5 présentaient une dysréalité sévère très fréquemment et avec beaucoup de gastrostomie et d'autres difficultés qui pouvaient s'améliorer après avec l'âge, mais quand même ça faisait partie des symptômes très habituels dans ce syndrome. Et pareil, ça expliquait aussi parce que dans le 7.5, il y a beaucoup d'enfants TDAH, enfin tout ça c'est pur syndromique, quoi, TSA syndromique, des troubles sensoriels, des troubles moteurs. Donc en fait on retrouvait un peu dans toute la description ce que représentait Simon, en plus de sa personnalité à lui. Et donc c'est pour ça qu'après on a mis en place vraiment en libéral des accompagnements vraiment spécifiques. Et par exemple, l'ergothérapeute a permis que sa marche soit améliorée, mais en quelques semaines, il marchait beaucoup mieux grâce à l'intervention d'une ergothérapeute compétente.
Pour le trouble langage, il était dans une orthophoniste. On a mis en place des outils papier et numériques de CAA. Et pour les attitudes psychocomportementales, il a bénéficié aussi d'une éducatrice spécialisée, puis d'un environnement éducatif clarifié, structuré, avec des supports visuels, qu'il a utilisé assez facilement. Et la trajectoire neurodéveloppementale, comme souvent dans le 7-5, a été très favorable. Tous ces enfants-là, ils évoluent vraiment beaucoup. On parle presque parfois que ça disparaît, quoi, tous les symptômes les petits. Et donc il a, lui, évolué sur le plan sensorimoteur, beaucoup en premier, sur la rigidité de fonctionnement qui s'est beaucoup atténuée et une régulation émotionnelle qui change la vie de tous les jours. Parce qu'avant, c'était tous les jours qu'il y avait des grosses crises comme ça de comportement. Après, ce qui reste, c'est la composante sensorielle et la dysoralité et l'aspect TDAH. C'est ce qui est aujourd'hui au premier plan du tableau clinique, avec une incidence vraiment majeure sur la vie quotidienne et sur ses capacités d'apprentissage. Une autre étape, ça a été l'initiation d'un traitement par méthylphénidate, il y a un peu plus d'1 an. Et donc ça a changé sa vie d'écolier, entre autres, quoi, oui, parce qu'il avait une posture d'élève bien meilleure, il avait une disponibilité vraiment attentionnelle bien meilleure pour les apprentissages scolaires. Et donc, il nous a montré qu'il avait plein de compétences, quoi, oui, qu'il est en train vraiment, enfin, qu'il est rentré dans la lecture. Il est meilleur en maths, d'ailleurs, il est très logique, très maths, très visuel. Et bon, la lecture, c'est ce qu'il y a le plus difficile, mais aussi c'est parce qu'il a un trouble du langage expressif et qu'il est souvent inintelligible par des gens qui ne le connaissent pas. Mais donc, grâce à tout ça, il a fait beaucoup de progrès en autonomie aussi, dans ses relations et dans son bien-être aussi. Et ses intérêts se sont énormément diversifiés. Aujourd'hui, il est plein de curiosité pour des connaissances nouvelles. Son champ de connaissances s'est vraiment élargi et développé. Je disais que malgré son décalage, il est toujours persistant. Il a 11 ans, il est en CE2 Ulysse. Voilà. Mais il a développé aussi toute une forme d'intelligence, enfin moi qui suis proche je le vois, mais je crois que c'est partagé par tous les parents, une forme d'intelligence et une curiosité parfois étonnante, une grande richesse dans ce domaine-là, peut-être difficile à évaluer dans les tests standards dont on dispose et par les professionnels qui évaluent les enfants, mais cette intelligence, je trouve qu'elle est très particulière, mais comme dans tous les troubles neurodéveloppementaux, c'est une intelligence neurodiverse, et que je perçois chez plein d'autres enfants. C'est-à-dire qu'on a des difficultés, mais comme dans tous les troubles du neurodéveloppement, ils ont aussi des compétences particulières, un peu atypiques, mais c'est valable dans tous les TND, même chez les dyslexiques, les dyspraxiques, ils ont d'autres façons d'appréhender le monde et qui peut être aussi un bénéfice quand même. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas du tout le terme déficience intellectuelle, qui est toujours employé, alors que le terme officiel c'est trouble du développement intellectuel, ce qui est quand même un peu mieux, c'est-à-dire que c'est une autre version, et que c'est pas que du déficit, que la déficience. J'ai vraiment mal avec ça parce qu'on dit toujours ça partout, dans tous les domaines, même les plus compétents. J'aime pas trop le mot comorbidité, j'aime mieux le mot co-occurrence, mais Gia Saravan partage ça, on en parle souvent. Parce que comorbidité, ça fait. J'ai un TND, c'est une première maladie, alors j'en ai une deuxième, une troisième et tout ça, alors que c'est une entité globale neurodéveloppementale. Voilà. Ce que je disais un peu pour finir mon propos, juste avant, qu'il fallait absolument préserver cette neurodiversité, et c'est ça qui faisait aussi la richesse de l'homme. Et si je me réfère à un article de Thomas Bourgeron qui parle de l'homo néandertal, il disait qu'il y avait déjà des gènes comme ça de l'autisme il y a bien longtemps, voilà, chez les premiers humains, et que c'est pas les vaccins ni je sais pas quoi qui a créé l'autisme, mais que les gènes ils étaient déjà là et ça participait à la neurodiversité déjà des néandertaliens, des Denisoviens et tout ça. Et on a toujours un peu on a 3% de gènes néandertal aussi. Donc, ce qu'il dit, c'est que peut-être c'était utile à ce moment-là, pour eux, c'était peut-être utile d'être TDAH, en fait, dans l'environnement dans lequel ils vivaient. C'était peut-être un bénéfice, en fait. Un dernier mot avant de passer à la vidéo. Après, je parlerai un peu sur la vidéo pour vous faire quelques commentaires. C'est que là, on est en train de finaliser quand même un protocole national de diagnostic et de soins pour le 7 simple, qu'on a fait avec Clément Daudet, qui est psychiatre du CHU de Grenoble et du Centre de compétences maladies rares à expression psychiatrique. Donc avec les familles de l'association La Mutation du gène 7.5
Et avec des familles et avec des médecins, pédopsychiatres, psychiatres, généticiens, on a quasi finalisé le PNDS concernant cette anomalie avec une carte d'urgence et tout ça. Et entre autres, un petit mot de l'association de la mutation du 7-5. La présidente, c'est Sylvie Coste, qui est médecin généraliste, et qui a un jeune enfant, enfin un enfant de 30 ans, 7-5, qui vient de nous annoncer son mariage. Merci de votre écoute. Donc on va passer la vidéo, et puis je vous commenterai un peu cette vidéo. Donc là, c'est 6 mois à sa naissance, oui. Il pèse 810 grammes, oui. C'était au CHU de Nancy qu'il est né. Il y a un peu de son, normalement, on n'en a pas trop. Bon, là, c'est toujours à l'hôpital. Il avait 3 semaines. Là, il est arrivé chez lui. Il est né en février. Il est arrivé fin mai chez lui. Presque, je le remarquais, c'est quand même quelques particularités morphologiques. Et puis, il avait une passivité, une neutralité. Sa maman est en train de le stimuler. Elle chante, en fait. Elle le stimule. Il observe, mais il ne réagit pas. C'est-à-dire, tout petit, il ne pleurait pas, il ne riait pas, jamais. Pleurait que s'il était malade, vraiment. Sinon... Ce qui est impressionnant, c'est de mettre cette image-là, puis la dernière image où il rigole et tout ça, où il est vivant. Ouais. Là, c'est l'alimentation, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais alimenté spontanément, c'est-à-dire qu'il faut le détourner de l'alimentation pour qu'il mange, quoi, oui. Sinon, il ne mange pas, jamais, quoi. Et donc là, il y a eu plein d'étapes successives sur l'alimentation. Là, il boit toujours que des aliments lactés complémentés. Il n'a jamais mis rien d'autre dans sa bouche, quasiment rien d'autre. Là, à ce moment-là, c'était le biberon sur les joues de la maman avec une chanson. Là, il est avec d'autres enfants, comme je disais, les enfants ne le gênent pas, mais il n'a aucune interaction avec les autres enfants. Par contre, il est très sensible à la musique depuis tout petit, et c'est toujours le cas. Dès qu'il y a une musique, il danse, il peut danser pendant 1 heure au milieu de plein de personnes. Alors là, il a 3 ans, et il pleure parce qu'en fait, il veut une tablette, mais c'est la tablette avec laquelle il mange en fait. C'est la tablette qui, grâce à la tablette qu'il faisait manger. C'est-à-dire qu'il mange, s'il regarde un truc qui lui plaît, donc il oublie qu'il mange. Et là en fait il veut la tablette, qui est sous le canapé. Mais c'est interdit normalement la tablette. Il a 3 ans là, oui. La tablette c'était pour manger des petits temps de renforçateur. Enfin. Et là il pleure, et des moments comme ça, il peut avoir des heures comme ça de pleurs, de gémissements. Ça, c'est le côté mouvement impulsif quand même, il a toujours eu ces côtés-là, comme ça. Et puis déambuler. Là, c'était déambuler simplement, après ça se complexifie un peu. Et là, c'est le rangement, c'est-à-dire qu'il a toujours été obsédé par les choses doivent être rangées. Là, il y avait du pain qui n'était pas rangé dans le tiroir à pain, donc il fallait le ranger. C'est comme les portes doivent être fermées, enfin pas de choses. Donc il a un peu de mal, mais il est quand même. Et ça peut dire. Là, il n'avait toujours pas de parole, hein, oui, à part des sons comme ça. Le chien, ça ne l'intéresse pas du tout. En fait. Et ça, alors, c'est une autre époque où là, à cette époque-là, il se couchait à 19h, 19h30 et il se réveillait à 3h. Ça a duré pendant des mois, des années. Et donc, c'est la nuit, ça à 3h. Pour lui, la journée commence. Mais pour la maman, fatigue. Et donc, la maman s'endort un peu. Et
Il était dans l'imitation. Pas très stable encore sur ses jambes. Voilà. Il avait aussi un trouble visuel important aussi, c'est-à-dire qu'avant les lunettes aussi, on se demande ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il sentait. Le rapport entre Choupi et Empluché dans le livre. Là, c'est le début un peu des déambulations où il parle tout seul, parce que maintenant, il fait toujours, mais c'est plus compliqué. Il se passe des chaînes télé à la suite, des vidéos comme ça. Et là, il commençait à être tout seul, à déambuler, à marcher, parce que, enfin, à courir même, parce que Simon, il court, toujours, il marche pas. Ça, c'est le biberon avec la tablette, là, justement. Donc, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut vraiment la vidéo qui lui plaise, parce qu'il n'y a pas de vidéo qui ne l'intéresse pas du tout, donc ça ne marche pas. Donc c'est tout un bazar aussi. Et le biberon, c'est un biberon, enfin c'est plus un biberon maintenant, c'est dans un mug et c'est toutes les 3 heures. Ça c'est le côté oralité, il a toujours mis dans sa bouche plein de trucs, il est obligé de mordre toujours des choses. Dès qu'il y a un objet qui lui plaît, ou un papier alu, ou des trucs comme ça, tout de suite il se le met sur la bouche, comme si c'était un vrai plaisir de l'échouiller, de mettre ça sur ses muqueuses, la buccale et sur la langue. Là, c'est avec le jambon. C'est pas lui qui a mangé tout ça à côté, hein, c'est la maman. Lui, le jambon, il ne mange pas non plus, il le lèche. Ça faisait partie des aliments copains qu'on essayait d'introduire comme ça, en mettant des aliments à côté de lui. Il est interactif avec les adultes, il recherche l'interaction avec les adultes. C'est centré sur lui aussi. Ça, c'est la problématique que pendant pas mal d'années, Simon ne supportait pas que sa maman s'occupe pour elle-même. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit présente ou à ne rien faire, ou à s'occuper de lui, ou à faire quelques tâches ménagères ritualisées. Ça passait aussi parce que c'était ritualisé. Mais sinon, il pouvait pleurer des heures si, par exemple, là, c'est vrai, il essayait de lire. Elle essayait de lire l'autisme pour les nuls, d'ailleurs. Voilà, on voit qu'il rigole quand même un peu plus. Oui, ça y est, les émotions, l'expression arrive quand même. Il a déjà pas mal changé. Ah, c'est son impatience toujours d'avoir le truc tout de suite. Après, il s'est toujours intéressé aux livres, aux comptines et aux vidéos. Il a toujours eu une curiosité pour plein de choses. Ça, c'était le travail. Sa maman a fait beaucoup de travail pédagogique. Elle a une pièce où il y a, je sais pas, une centaine de cahiers, de trucs, des tiroirs partout. La difficulté, c'est qu'il faut qu'il reste assis, il faut qu'il se mette dans le travail, il ne faut pas qu'il mette tous les crayons dans la bouche. Voilà. Qui est censé faire un escargot. Ouais. Il est plus expressif, mais il n'a toujours pas trop de langage. Enfin, il en avait là, mais des mots qu'il n'utilisait pas beaucoup. Ça, il commence à ses déambulations avec un téléphone, ça c'était un grand truc. Il peut marcher comme ça, il téléphone. Donc quand il téléphone, il raconte plein de trucs.
Alors avec son jargon, donc pas forcément compréhensible, même pour un expert. Là, c'était montré qu'il utilisait les pictos. Là-bas, c'était son tableau de pictos. Donc là, il voulait parler d'une dame là, qui venait le regarder, Anaïs, et il n'arrivait pas à être compris par sa maman. Et donc, il a été chercher le picto d'Anaïs. Ça, c'est comment il mange toujours actuellement. C'est-à-dire devant une vidéo, pas n'importe laquelle. Et maintenant, il boit tout seul avec un mug. Et ça, c'est récemment, c'est il y a 1 an. C'est ses déambulations habituelles. Bon. Un ours. Je fais la traduction. Il y a un chapeau. Il a un chapeau. Il parle. Une maison. Il vit dans une maison. Quoi? Ouais. Hein? C'est quoi? Oui. C'est pas. Il habite avec un enfant. Il habite avec 2 enfants. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Et aussi le papa. Il y a aussi une maman. Il y a aussi un mère. Une grand-mère aussi. Moi. Paddington. À Émilie. Ah, j'ai deviné. Il fait des efforts pas possibles pour parler. Il chercher ça. C'est quelques cours de percussion. Je veux votre invité à ce travail. Sans s'en faire heureux. Voilà, c'est la fin. Juste les images. Les images, c'est des villes, il fait des villes presque toutes les semaines, il se fait une autre ville comme ça avec ses Playmobil. Plein de situations différentes. Et on remercie Lucas, Antoine, du montage du film. J'ai une question et puis une autre plus petite. Dans cette mutation du gène, les enfants se ressemblent physiquement, ils ont... Oui, il y a des signes morphologiques communs. Voilà. Oui, il y a des signes morphologiques, de la morphologie faciale, oui. On est sur un groupe là avec Céroïde où il y a plein, parce qu'en Amérique il y en a plein, il y en a 200, un truc comme ça. Ils ont tous un peu, enfin un nez tubulaire, le front, enfin, ils ont des formes particulières, plus ou moins différentes selon. Et donc, comme ça arrive dans d'autres pathologies qui sont liées à des anomalies génétiques congénitales, les familles se sont connectées entre elles pour discuter ou pas? Bah là, il y a cette association, là, qui a été créée déjà depuis plusieurs années, donc il y a une dizaine de familles, hein, je crois, c'est ça, ouais. Il y a une dizaine de familles, et avec les profils qui sont différents aussi, puisqu'il y en a qui n'ont pas du tout de retard intellectuel et qui sont assez bons dans les apprentissages. Ils ont tous une évolution vraiment très favorable quand même, oui. Des signes de la petite enfance qui disparaissent complètement. Ils ont pas mal de problèmes de dysoralité, surtout quand même des troubles des apprentissages. Mais après, il n'y en a que quelques-uns qui sont TDAH, quand vraiment, enfin, il y en a quand même là, de plus en plus. J'ai l'impression que les parents ils s'autorisent plus de le dire maintenant ou de l'évaluer en fait. Et il y a quand même des TDAH. Il y a des signes d'autisme aussi, mais c'est jamais des signes d'autisme francs, quoi, comme Simon. Avec les autres enfants, il les voit pas trop, hein, oui, mais
avec les adultes, il recherche l'interaction, il est interactif. Après, il a d'autres signes, rigidité de fonctionnement, des intérêts particuliers, tout ça. Il a des signes sensoriels aussi. Et donc, la deuxième question qui est plus petite, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est au plan de l'imagerie. J'imagine qu'il a déjà eu des explorations. Oui, il a eu l'IRM dans le temps de sa première hospitalisation, puis il en a une autre aussi à Tours, c'était vers 5-6 ans. Oui. D'accord. Donc il y a ses séquelles d'hémorragie cérébelleuse, là, une atrophie du cerveau. Et puis sinon, on n'a pas retrouvé d'anomalie spécifique. D'accord. Et là, on va en refaire une autre, justement, avec Oui, des ça. recherches plus spécifiques. Fonctionnel. On a retrouvé. Parce qu'il y a quand même ce trouble du langage. Oui. Tu vois, donc j'imagine dans les réseaux, langage-communication, il va y avoir des particularités. Sachant qu'il a un langage réceptif, parce qu'il a un vocabulaire peu possible, des fois, il n'arrive pas à le dire déjà. Oui. Alors parfois, quand il y arrive, parce qu'il n'arrive pas à dire plein de consonnes, quoi, oui, donc... Après, quand on le connaît, on comprend plein de trucs quand même, mais sinon, et puis lui, il cherche les trucs, et puis maintenant, il a des outils de communication alternative améliorés, hein, et c'est comme nous présente Judith Babot, justement, avec TD-Snap, là, qui est un logiciel où donc on peut appuyer, bravo, on peut appuyer sur l'image, ça dit le mot et ça l'écrit, et ça marche même pour les enfants qui peuvent pas pointer avec l'eye tracking et tout ça. Donc c'est des logiciels qui changent la vie aussi de ces enfants qui ont plein de langage dans leur tête mais qui ne peuvent pas vraiment l'exprimer, quoi. Et sur les émotions aussi, ça permet d'exprimer les émotions, c'est de faire des commentaires sur les situations. Ça, c'est pas simplement demander, je sais pas quoi, la voiture rouge comme dans le PEX, quoi. Enfin, le PEX c'est un peu primitif là. Ça permet de développer une vraie communication pour ces enfants-là qui n'ont pas, enfin, qui sont non oralisants ou pas très bien oralisants. Voilà, merci. Oui, et donc moi je voulais d'abord te remercier, puis remercier la maman de Simon. Vraiment. Merci beaucoup pour nous avoir partagé voilà, quelques petits temps de la vie de votre fils. Voilà, à titre personnel, je suis vraiment très émue, vraiment. Voilà, je trouve que c'est formidable que tu aies partagé ça avec nous tous. Et derrière ça, je voudrais saluer deux choses. Le courage extraordinaire de cette maman, vraiment. Et puis de nous, à nouveau, de témoigner à quel point voilà, le travail quotidien, et notamment en appui des approches développementales, sont essentielles pour le développement de ces enfants. Je suis vraiment très contente que tu, à travers ce témoignage, voilà, ait mis en perspective tout le travail qui est fait au quotidien, la constance, l'endurance, la persévérance, la répétition, et puis le travail si important sur la communication augmentée, alternative. Je crois que vraiment, il faut le dire et le redire, c'est laisser vraiment une chance à ces enfants de pouvoir avoir la pleine expression de tout ce qu'ils portent en eux. Et c'est essentiel d'avoir voilà, ces environnements professionnels aguerris, formés, engagés et auprès de nous pour permettre à ce qu'ils aient des vies meilleures. Voilà, c'était juste ce petit témoignage et je te remercie encore beaucoup. Le partage des familles est très important aussi, hein. On est sur des groupes américains où il y a plein de familles qui partagent vraiment. En France un petit peu, c'est petit, mais c'est bien aussi. Il y a des aides, sans arrêt, on interpelle l'autre parent, savoir s'il a vécu ça, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je voulais juste vous remercier pour le terme TND syndromique. Je crois que je vais bien le garder précieusement et je vais arrêter de me sentir obligée de parler de polyhandicap qui ne veut rien dire. Je me sens un peu souvent toute seule à dire que c'est chez ces enfants polyhandicapés. Si on s'attachait à chercher comme ça tous ces défis, j'aime pas parler de troubles, moi, je parle de défis. Si on s'attachait à comprendre comme ça tous ces défis, on arriverait bien mieux à les aider plutôt que de les mettre sous cette espèce de terme englobant qui englobe cette grosse déficience intellectuelle, hein, qui existe ou pas.
d'ailleurs, qu'en tout cas on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas cherché à aller dans leur monde. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un autre terme, moi, que j'utilise pas, on en parlait là, c'était le terme non-verbal, je l'ai quand même entendu un peu aujourd'hui. Ils ont des verbes, ils en ont des mots, mais ils ne peuvent pas les sortir, mais ils en connaissent. Donc voilà, on utilise plutôt le terme non-oralisant. J'en profite en fait d'être là et de vous le dire parce que vous êtes nombreux. Je trouve ça vraiment important et je trouve ça beaucoup plus respectueux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je voulais juste dire que quand on a commencé d'élaborer le PNDS, là, avec Clément Dondé, le titre c'était déficience rare au pluriel, un truc comme ça, je ne me rappelle même plus et ça m'a fait un peu bondir, oui. Et vite, on a changé. Ça s'appelle plus comme ça. Merci, je remercie tous ces commentaires. Je pense que la journée est très très riche et très représentative de cette question des mots. Vous voyez, troubles du neurodéveloppement, TND, TSA, je sais pas quoi, troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Vous voyez, on est loin d'une réalité humaine, quoi. Et après, on arrive à buter quant aux réponses qu'on doit apporter le plus tôt possible à un enfant sur lequel on veut absolument mettre une étiquette. Alors bon, ça paraît bizarre que ce soit moi qui fasse ce commentaire, sans doute, mais enfin, quand même, on finit par devenir prisonnier des étiquettes. Au XXIe siècle, quand même, peut-être que l'intelligence artificielle va nous sortir de cette affaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais revenir un peu sur le TDAH et puis l'importance des écrans maintenant par rapport, parce que j'ai un petit-fils qui est TDAH avec trouble de l'opposition et qui est complètement accro à son téléphone. Et ça pose vraiment un problème relationnel entre nous, parce qu'il n'y a plus d'échange. Moi, je connais bien ce problème-là avec Simon, parce que Simon, il est addict des écrans, sauf que c'est hyper réglementé. Déjà, c'est pour manger, il y a des temps dans la journée, sur son emploi du temps, il a le droit à tant de temps et il accepte très bien. D'ailleurs. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a appris plein de choses sur les écrans. Comme pas mal de disques que je connais, petits, qui apprennent plus sur un écran qu'à travers les interactions avec même leurs parents. Quoi. Donc c'est pour ça que moi je ne diabolise jamais les écrans. Parce qu'il y a des médecins qui disent arrêtez tout de suite les écrans. J'ai vu des autistes déprimés complètement, décompensés parce qu'ils n'avaient plus leur écran. En TDAH, c'est pareil. Quoi. Il a 15 ans. Ah oui, je sais, après c'est une grosse problématique. Mais enfin, chez les petits, je sais que j'ai vu plein de petits autistes. Et puis on avait vu ça à l'université d'Automne, je crois. Il y a des études qui montraient qu'il y a des enfants autistes qui apprenaient plein de choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient sur les écrans, mais ça veut dire qu'il faut réguler très sévèrement tout ça. Hein. Et comme les tablettes de communication, c'est la tablette de communication. Il n'y a pas YouTube dessus, il n'y a pas tout ça. Donc il ne faut pas diaboliser, mais il faut une utilisation très structurée, très réglementée, très claire. Après, ça devient compliqué avec les adolescents et tout ça. Supprimer les écrans, c'est vraiment pas bien. Enfin, moi je trouve pas bien pour ces enfants-là parce qu'ils ont un plaisir, ils ont des compétences particulières, visuelles et tout ça. Après, on peut les sensibiliser, tout ça, diversifier les intérêts, c'est compliqué. Moi, je vais rajouter quelque chose, M. Lucchio, parce que je suis d'accord avec vous, il ne faut pas supprimer les écrans, mais attention de ne pas passer dans l'excès contraire, ça ne sera que des écrans. Et si, déjà d'être autiste ou d'avoir des problèmes tels les vôtres,
une relation humaine qui n'existe pas. Donc si en plus on supprime totalement l'effort de pouvoir trouver ce lien par des écrans, je pense que faire la part des choses. Alors, moi je suis pour les écrans, comme il dit, pour développer la communication, mais attention, c'est le revers de la médaille. On n'est pas toujours d'accord. Si, généralement à presque 100%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions sur la journée, pas uniquement, parce qu'on n'a pas fait de Sur questions. la journée entière. Sur d'autres thèmes, profitez-en parce que on a encore un petit quart d'heure. Voilà. Si vous voulez prendre pause, vous pouvez aussi rejoindre la rapide, hein, dans le site. Une question? La journée vous a... L'adresse de la ferme, sauf qu'ils ont dit qu'ils avaient déménagé, mais Oui, c'est sur Tournord. On vous donnera les liens sur le site en mettant l'adresse. C'est Catherine Barthélémy qui conclut. Ouais. C'est ce qu'on a dit, non? Il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. Si, alors. Moi, je voulais revenir sur une question ce matin, sur la question de qu'est-ce que c'est que l'attention. Est-ce qu'on pourrait en redire quelques mots? Est-ce que l'intervenant est parti? Peut-être, c'est peut-être compliqué, mais cette notion d'attention qui est peut-être un peu galvaudée, et il reprenait la différence entre l'attention, la distractibilité et différentes choses comme ça. Et si on pouvait avoir juste quelques mots là-dessus pour revoir la complexité de ce que ça représente, peut-être. Je ne sais pas si je peux répondre, je veux bien essayer de répondre. Déjà, comme dans le TDAH, c'est un truc de la régulation de l'attention, c'est-à-dire que les enfants TDAH, ils ont de l'attention quand ils sont motivés. Ils peuvent rester 3 heures sur quelque chose qui les intéresse, donc déjà, c'est pas un déficit de l'attention, c'est un truc de la régulation, d'ailleurs, de tout, des émotions, un truc de la régulation, en fait, le TDAH. Après, l'attention... ça rentre dans les fonctions exécutives. Moi, je l'élargirais plutôt, quoi. Oui, souvent, il y a un trouble des fonctions exécutives. Alors, il y a plein de types d'attention, et puis, je ne suis pas hyper spécialisé, donc je ne peux pas répondre forcément à la place de nos intervenants de ce matin. Moi, j'ai un truc que je voulais dire quand même, là, parce que comme il y a beaucoup de personnes du médico-social, mon constat, c'est que je vois plein de personnes, surtout enfants et adultes, où il y a... où le trouble du développement intellectuel il est repéré dans les IME, dans les femmes, dans les foyers de vie. Et en fait, ces personnes ont vraiment un trouble de développement intellectuel, ils ont aussi un TDAH aussi. Et ça, on passe toujours à côté. Mais je pense à des personnes de 60 ans que je côtoie encore dans le médico-social. Et je pense qu'ils ont toujours eu une composante TDAH ou une co-occurrence TDAH avec leur TDI. C'est ce que disait Caroline Demilly, je crois, tout à l'heure. Qu'il y avait au moins 10% de TDI qui était en fait, qui avait au moins un TDAH ou qui était un TDAH. Et ça, je trouve qu'il y a du repérage à faire. Autant on a fait du repérage dans l'autisme pour les adultes, mais autant il faudrait repérer aussi le TDAH chez les adultes qui ont aussi un TDI et qui sont dans des établissements médico-sociaux. Ça change tout. Comme disait Caroline Demilly, ça change aussi les stratégies éducatives et ça change même la thérapeutique médicamenteuse et tout ça. Moi, je vais rebondir sur la question. Qu'est-ce que c'est que l'attention? Voilà, je pense que quand un être humain prend vie, il développe un certain nombre de fonctions dès sa conception, d'ailleurs. Il a des organes, mais il a surtout des fonctions. Des fonctions qui vont être très importantes dans sa vie sociale, l'attention, l'intention, l'imitation, le contact, l'émotion, la motricité, la sensibilité. Et ces fonctions,
elles ont deux définitions, on va dire, sur le plan, là aussi, hein, de la vie de ce futur individu. Ces fonctions, elles vont être le soutien au développement de connaissances, mais aussi de communication avec... parce que les êtres humains sont des êtres qui développent et qui ont des connaissances, mais aussi, et par conséquent des compétences, mais aussi qui sont des communicants. Hein. Nous sommes des êtres sociaux. Et toutes ces fonctions d'attention, d'intention, d'imitation, etc., elles font partie de ce qui est notre cœur de vie, c'est-à-dire la communication avec les autres. Et en particulier par le langage articulé. Hein, c'est, vous voyez, ce qui nous différencie d'autres lignes qui sont des lignes non humaines de l'animal, y compris, on va dire, les primates. Hein, c'est le langage articulé. Et l'écriture, par conséquent. Enfin, vous voyez tout ça. Alors, parler, vous voyez, de ce qui manque chez un individu, c'est intéressant, mais il faut surtout s'intéresser à ce qu'il a et ce qu'il a développé. Ce qu'il a développé et s'appuyer sur les fonctions dont il dispose. On l'a vu chez ce petit garçon, il lui manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont différentes des autres êtres humains, mais quand on le regarde, quand on l'écoute et quand on voit sa maman fonctionner avec lui, on voit qu'elle s'appuie sur ce qu'il sait faire, ce qu'il a comme potentiel. Voilà. Et ce potentiel, il échappe complètement aux classifications dont on a entendu parler aujourd'hui avec des mots bizarres. Vous voyez, c'est un enfant qui a un potentiel, qui a des fonctions. Il y en a certaines qui sont plus fragiles que d'autres. Il a un profil fonctionnel. Et sa maman, qui est formidable, elle s'appuie sur ce qu'il sait faire, sur le potentiel, pour aller plus loin, pas à pas. Et personne ne lui a appris à cette maman. C'est pas les docteurs qui lui ont appris à faire ça. Hein. Donc, vous voyez, loin de là. Ça, c'est un premier point. Et je trouvais que la journée était fantastique de ce point de vue. C'est-à-dire que on a eu des éclairages sur des connaissances qui permettent justement de développer une société qui donne toutes les chances à ses enfants de s'inscrire avec nous dans des fonctionnements de communication, de développement de connaissances, de réussite personnelle, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces fonctions, elles sont supportées maintenant, on le sait, par des organes. Notre corps entier est porteur de ces fonctions. Il nous permet de nous exprimer sur la base de ces fonctions. Encore une fois, attention, intention, imitation, contact, communication. Et tout ça, ça se passe quand même pour une grande partie dans le cerveau. Et que pour des raisons diverses et variées, ça peut être de la génétique, ça peut être l'environnement, des empoisonnements par les médicaments, ou ça peut être aussi un accident, un manque d'oxygène pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement, etc. Mais ça peut être aussi la génétique, la fabrication de ce cerveau qui ne se fait pas de la même façon parce que les chromosomes ont des anomalies, des petites différences qui font que la production de la substance qui va constituer le cerveau se fait pas au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Voilà. Et donc,
Mais la génétique, c'est pas une condamnation, vous voyez. On voit très bien qu'on parle de l'épigénétique, maintenant c'est très important. C'est ce cerveau qui se développe différemment pendant la vie utérine, au moment de la naissance, et bien sûr après, eh bien il est sensible. Il est sensible. Et ce cerveau qui est porteur des fonctions, il peut vraiment récupérer si on intervient de manière, on va dire, adaptée, cohérente et surtout ajustée aux besoins de l'enfant. Et ces stimulations, cette façon de, quelque part, aider l'enfant à développer son cerveau, ses fonctions et son développement, ça passe vraiment tout d'abord par ceux qui sont les plus proches de lui, c'est-à-dire les parents, la maman, la famille, etc. Bien sûr, les professionnels ont des savoirs et des savoir-faire, mais les professionnels, y compris les médecins que je suis, ils sont là parce qu'ils connaissent un petit peu, parce qu'ils l'ont appris, ils se sont entraînés pendant des années à comprendre ces problèmes, ces troubles, mais ils sont là surtout pour aider les parents, l'enfant et toute sa famille et l'environnement social. Vous voyez, c'est pour ça que des journées comme aujourd'hui, où c'est pluriprofessionnel, tout le monde est rassemblé, c'est une initiative associative de l'Association pour la recherche. Voilà. Donc, alors vous avez vu que c'est fantastique une journée comme aujourd'hui. C'est une source de progrès. Et il n'y a pas, vous voyez, ça fait avancer la recherche. Ça fait avancer la recherche. On a des jeunes médecins qui étaient là, qui sont encore en formation. Un jour, ils seront peut-être professeurs de médecine. Et bien tant mieux, parce qu'ils vous ont entendu et ils ne l'oublieront jamais dans leur pratique. Voilà. Alors, après, vous voyez, il y a cette obsession des classifications des maladies. Ça, c'est récent. C'est récent. Autrefois, la médecine, à l'hôpital de Tours, dans lequel j'ai exercé pendant toute ma carrière, il y avait deux professeurs. Il y avait un professeur de médecine et un professeur de chirurgie. Voilà. Vous voyez? Et alors maintenant, il y a des tas de disciplines. Et on ne sait plus où on est. Et d'ailleurs, des fois, le malade arrive, il a mal quelque part, on l'envoie dans un service et ce n'est pas le bon service, parce que c'est des services tellement spécialisés. Je pourrais vous en raconter des histoires absolument invraisemblables. Donc, bon. Alors, je vous disais, je rappelais qu'en 1983, c'était les troubles global du développement. Moi, je trouvais cette expression formidable. Parce que, avant, on disait qu'il y avait les enfants retardés, les enfants débiles mentaux, les psychotiques, les autistes. Voilà, on ne parlait pas encore des troubles d'attention, on disait les hyperactifs, etc., etc. Mais finalement, la première définition, c'était pas mal. C'était les troubles globaux du développement. Et là, on a vu un enfant qui avait un trouble global du développement. Vous voyez? Alors, du coup, utiliser des termes très compliqués, avec trouble de l'attention, avec ou sans déficit, je ne sais pas quoi, mais ça correspond à quoi? Vous voyez, on ne voit plus l'enfant. Et puis surtout on a vu qu'il y avait des tas de comorbidités. On a vu une diapo qui était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on partait du trouble d'attention, mais il pouvait aussi avoir il pouvait aussi avoir de l'autisme, il pouvait avoir une déficience intellectuelle, un trouble du développement intellectuel, parce qu'il ne faut pas se tromper maintenant, et puis ensuite il pouvait aussi avoir une dépression, et puis il pouvait être anxieux, et puis il pouvait avoir je ne sais pas quoi, un psychotraumatisme, etc., etc. Voilà. Alors attention aux classifications. Hein. Vous avez vu que je ne suis pas trop pour. Hein. Parce qu'après, voilà. Et pour finir, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que autour de la personne et autour de l'enfant,
qui va grandir, il y a une équipe. En revanche, la pluridisciplinarité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au-delà des classifications, au-delà des corps de métier, on se concentre sur une personne et l'équipe est toute autour de cet enfant et de sa famille pour l'aider à développer les fonctions qui vont l'aider à grandir et qui vont l'inscrire progressivement dans la société sans souffrir, sans être reclus, parce qu'autrefois, vous savez, des enfants turbulents, etc., ils étaient soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique. C'était ça. Donc, profitons du progrès. Voilà, donc l'équipe pluridisciplinaire, la pluridisciplinarité, le médecin, qui est le seul à pouvoir poser le diagnostic. Il est aidé, soutenu dans sa démarche de diagnostic, mais c'est lui qui pose le diagnostic. Et puis ensuite, tout le monde s'y met. Et le duo parent-enfant, il est au cœur du système. Il est au cœur du système. Voilà ce que je dirais, c'était magnifique aujourd'hui. C'était une très très belle démonstration de tout ça. On a fini avec ce jeune qui a un chromosome. Il y a quelques familles dans le monde. Et quand je disais l'intelligence artificielle, je disais aussi qu'il faut se munir, non pas contre l'intelligence artificielle, mais avec l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'il faut se méfier de l'intelligence artificielle, parce que ça peut déshumaniser, mais l'intelligence artificielle peut être un outil qui va aider l'humanité à aller mieux, hein, si on s'y prend bien.